Mohamed Saïd, pendant qu'il donne une conférence de presse à Cuba. On met la main sur des éditoriaux rédigés par le staff d'Abbasi pour être repris par les chaînes satellitaires arabes qui soutiennent son action. On trouve les preuves de l'ingérence du Soudan de Hassan Tourabi et la belle prose d'Abdelaziz Belkhadem. Les cartes de visite des has-been montrent que pour beaucoup, le triomphe du fils ne fait plus aucun doute. Les documents récupérés permettent de replacer la stratégie du fils dans le jeu des relations internationales. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, des Algériens organisés en mouvement politique recherchent pour prendre le pouvoir des soutiens extérieurs en s'inscrivant dans une démarche contraire aux intérêts de leur pays. La dynastie des Al Saoud trouve grâce au fils de quoi conforter son règne par l'élimination d'une république s'affichant démocratique et populaire. L'Algérie tombée dans l'escarcelle salafiste, c'est une pierre de taille apportée à l'édifice hégémonique dont les Al Saoud sont les maîtres d'œuvre et les maîtres de l'ouvrage. Les lois islamiques que se propose d'appliquer le fils ouvrent sur les nouvelles dispositions économiques permettant aux capitaux saoudiens, par banque islamique interposée, de répéter en Algérie ce qui a été fait au Soudan depuis 1979, financer des spéculations commerciales dans le créneau des importations, ce qui reste des réalisations des décennies 1960 et 1970, part donc à la casse. L'immeuble de la rue Hammani n'est équipé que d'un seul ascenseur. Il ne fonctionne que pour desservir le dernier étage, là où se trouvent les bureaux de Abbasi. Quelle belle revanche pour ce dernier que d'imposer à certains parmi ceux qui, hier, font la pluie et le beau temps à Alger, de venir à lui en gravissant plusieurs étages à pied et de faire patiemment antichambre derrière sa porte. Les bonheurs simples. Les lourdes portes du pénitencier de Blida se referment sur les chouyours. Le fils dans les rues s'exalte, vocifère et menace toujours. Le pays brûle, l'armée met en garde contre le risque de voir la situation sécuritaire se dégrader davantage et incite le président à demeurer fidèle à l'esprit de novembre. La société civile exprime son désarroi, les journalistes se battent courageusement pour expliquer la véritable nature de l'islamisme. Les partis démocratiques disent que des élections tenues dans un contexte politique aussi chaotique sont suicidaires. Benjdid parie toujours sur le vote qui va, lui assure-t-on, réduire les intégristes à leur plus simple expression. Un hebdomadaire titre « L'urne fatale ». Qasdi Merbah publie une lettre ouverte à l'adresse du président Benjdid. Il l'accuse d'être le seul et unique responsable de la crise et lui demande de démissionner. En lisant la prose de Qasdi Merbah, j'ai la tentation de répliquer. Voilà, mon colonel, la conséquence de la dérive policière de décembre 78. Voilà ce qui arrive quand on décide seul de ce qui est bon pour un grand pays. Voilà le résultat du choix de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Benjdid s'obstine. Il est décidé à aller jusqu'au bout des élections qu'il déclare propres et honnêtes. En ce qui concerne le pouvoir, il n'y a aucun doute, mais ceux d'en face. Ceux d'en face sont passés maîtres en matière de fraude. À la veille du vote, Abdelhamid Brahimi, ancien chef de gouvernement de Benjdid, donne au gouvernement Rosali un coup de poignard dans le dos avec l'accusation de détournement de 26 milliards de dollars par les responsables de l'État. Le chiffre recoupe le montant de la dette. La campagne électorale du fils s'en trouve généreusement financée. Abdelhamid Brahimi, en indexant le montant global des détournements sur celui de la dette, veut dire aux Algériens « L'endettement n'est pas dû à ma mauvaise gestion, mais à la corruption et au détournement ». En refusant de donner des précisions et des noms, il diffame l'ensemble de l'administration algérienne. Il fait sauter l'ultime argument des serviteurs de la République, la probité. En allumant la mèche lente de sa machine infernale au moment où les imprécateurs tiennent le haut du pavé, il allonge le manche de leur pioche et affûte la lame de leur couteau. Abdelhamid Brahimi ne s'est pas attaqué au système, il s'est attaqué à l'État. Une autre étape importante dans le travail de SAP est franchie, et cette fois encore, par un autre ancien chef de gouvernement. Le premier tour a lieu le 26 décembre 1991 dans un climat de grande tension. Le second tour est fixé au 16 janvier 1992. Sur plus de 13 millions d'électeurs inscrits,
le Fils obtient 3 260 222 voix. Il remporte 188 sièges. Le FFS, Front des forces socialistes, avec 510 661 voix, remporte 22 sièges. Le FLN, avec 3 fois plus de voix que le FFS, n'obtient que 15 sièges. Près de 5,5 millions d'électeurs n'ont pas voté. Le résultat électoral du Fils est dû certes à sa capacité à mobiliser les gens grâce à un travail de proximité d'une part, et d'autre part, aux pressions sur les électeurs au sein même des bureaux de vote. La charité à finalité politique des services sociaux du Fils est déterminante pour arracher des votes. C'est dans ce créneau qu'est investie une partie des dons des Saoudiens. Razi Hidoussi, ministre de l'économie de Mouloud Hamrouch, avant les communales de 1990, aide efficacement le Fils à réussir l'opération démagogique des souks islamiques. Le directeur de l'agence BNA de Che Guevara, Mohamed Assafsaf, arrêté pour détournement d'argent, déclare aux enquêteurs que les sommes sorties illégalement des coffres de la banque dont il est responsable l'ont été sur instruction des ministres de Hamrouch et qu'elles sont allées par l'intermédiaire d'un commerçant de Bab el-Oued, arrêté également, financer les souks islamiques qui font apparaître le parti intégriste comme le bienfaiteur désintéressé des croyants. Le score traduit aussi un phénomène de rejet du FLN. Les évaluations pessimistes effectuées peu avant le vote par nos services se confirment. Le matin, vers 7 heures, le ministre de l'Intérieur, Larbi Belkhir, m'annonce les résultats du premier tour et me demande s'il doit les communiquer aux journalistes présents dans la salle. Qu'en pense le président? Il ne répond pas, me précise-t-il. Alors annonce les résultats, lui dis-je. Le Fils triomphe sur toute la ligne. Les intégristes parviennent à d'extraordinaires résultats. L'atout des communes d'abord, l'administration, impuissante face à l'activisme des maires, laisse les mains libres aux militants du Fils qui gèrent l'opération du vote à leur convenance. Les manipulations frauduleuses et les intimidations sont telles que les représentants des autres partis, présents dans les bureaux de vote, ne peuvent pas exercer leurs prérogatives tout au long de la journée, ainsi que pendant le dépouillement. La loi électorale nominale à 2 tours permet au Fils de réaliser ce score. Il n'est pas inutile de rappeler la farouche opposition de l'Assemblée nationale dirigée par Belkhadem, composée des seuls députés FLN à l'égard du gouvernement Rosali. La proposition de modifier le mode de scrutin majoritaire en mode de scrutin proportionnel est rejetée par la majorité FLN. Les députés sont convaincus que face aux islamistes, leur parti sera en tête du peloton. En outre, la proposition d'abrogation de l'article 54, alinéa 2 de la loi électorale, qui confère à l'époux le droit de voter à la place de sa femme, est également rejetée à la majorité des voix. C'est le Conseil constitutionnel, saisi par le président Benjedid, qui l'abroge. Le résultat de l'incompétence, de l'entêtement et des bas calculs des députés FLN est là. Le Fils, avec seulement 26% des voix, remporte la majorité absolue à l'Assemblée. Il s'apprête à sévir pendant des décennies. En annonçant les résultats du premier tour au journal officiel, grâce à des complicités ou par le fait de dysfonctionnements, sans attendre les confirmations éventuelles du second tour et le recours déposé par les compétiteurs de ce parti, le Fils met tout le monde devant le fait accompli. Cette officialisation de son score est pour ses porte-paroles, Anwar Haddam et Rabah Kibir, un argument solide pour faire apparaître le pouvoir d'Alger comme une junte militaire opposée au choix du peuple. M. Aït Ahmed, se trompant tout le temps, à force de vouloir toujours avoir raison, peut ainsi affirmer que le pouvoir monte une machination destinée à infliger un électrochoc à la population pour lui faire accepter l'interruption du processus électoral. Sans attendre le second tour, les harangues reprennent de plus belle, les menaces sur les libertés se font plus précises. Le mouvement islamiste s'emballe dans une course en avant que rien ne semble pouvoir ralentir. Les Algériens sont sommés par Mohamed Saïd, un des chefs de la mouvance, de se préparer à changer leurs us, leurs coutumes, leurs habitudes alimentaires et vestimentaires. Morni et Hachani, le 3 janvier, à la mosquée Sunna, prêchent. Le succès du premier tour est un pas
vers la restauration du califat des successeurs de Mohammed. Les chefs islamistes, y compris ceux qui sont incarcérés à Blida, sont euphoriques, ils jubilent, ils disent qu'une fois maîtres de l'Assemblée, ils aboliront la Constitution, déchireront la Charte nationale et mettront hors la loi la démocratie. Rabah Kbir, le membre de Majlis al-Shura du FIS, déclare que 20 000 cadres iraniens se tiennent prêts à venir remplacer les Algériens qui choisiraient l'exil. Une grande peur s'abat sur le peuple algérien. La répression annoncée doit écarter le danger de toute remise en cause du nouvel ordre islamiste. Ça et là, la chasse à l'homme commence déjà. Le mot tathir, purification, revient à chaque meeting. Sous la rubrique Tarout, tyran, kafir, apostat, au Hizb França, parti de la France, sont désignés les Algériens dénoncés par les comités d'immeubles et de quartiers qui ne partagent pas les idées des intégristes. Les journalistes tiennent une place de choix parmi les futurs suppliciés, suivent les militants du RCD, les épervières du Parti de la France, les francophones, les musiciens, les hommes de théâtre, les adeptes de Bacchus, les femmes qui refusent de se plier au canon vestimentaire de la police des mœurs instituée illégalement par le FIS bien avant les municipales, les anciens moudjahidines et aussi les fonctionnaires de l'État qui ont, peu ou prou, montré de la tiédeur envers le FIS. Les emplacements des JB sont retenus, les grues du port d'Alger, le parvis de la Grande Poste, l'esplanade de la place des Martyrs et les passerelles de la place du 1er mai. Les candidats bourreaux se pressent au portillon. Certains imams FIS prêchent l'application immédiate de peine du had. Amputation, flagellation, lapidation publique jusqu'à ce que mort s'en suive, pendaison et exposition des cadavres de suppliciés. Un imam, en particulier celui de Djindjin, est déjà passé aux actes. Les services de sécurité l'appréhendent et le présentent devant le procureur. Au nom de la justice sociale, le FIS inventorie les villas et les appartements faiblement occupés. Chacun doit partager son espace avec des sans-logis, même s'il a construit sa maison à la sueur de son front. Malheur aux possédants non affiliés au parti d'Abbasi. La justice sociale, tant prêchée par le FIS, se transforme en revanche sociale. Il ne s'agit plus de punir les prévaricateurs, les corrompus et les taroutes, mais de remplacer une société par une autre. La promotion sociale ne se fait plus par le travail, l'effort et l'épargne, mais par la violence, exercée par le plus fort sur le plus faible. Le projet de société régi par des schémas religieux simplistes, prêchés longtemps par le FIS, se transforme soudain en contre-société totalitariste, agressive, détruisant en un jour les traditions ancestrales de respect du voisin, les us et coutumes consacrés par la sagesse populaire, le droit de propriété et le choix de vie des individus. Cette cacophonie surenchériste des prophètes et prophétaillons du FIS, leur intrusion intempestive dans l'ère privée des citoyens, crée un grand sentiment de panique. Beaucoup parmi ceux qui ont voté pour le FIS commencent à regretter le choix qu'ils viennent de faire. La fin de l'État national pour lequel plusieurs générations d'Algériens se sont battus n'est plus qu'une question de jours. Beaucoup parmi ceux qui ne s'engagent pas avec le FIS envisagent de partir. Mais vers où? D'autres, le plus grand nombre, ne se résignent pas à l'inéluctable. Ils font preuve de beaucoup de résilience, ainsi que nous le vérifions lors de la manifestation du 2 janvier et bien sûr lorsque le CNSA voit le jour. De grands noms de la société civile pressent l'armée d'intervenir. Certains leaders politiques appellent à la résistance. Un grand quotidien français annonce que l'ambassade de France fait l'acquisition de dizaines de lits de camps en prévision de l'inévitable rush des personnalités algériennes qui ne manqueront pas de venir chercher asile. Les scènes de panique des derniers jours de Saïgon sont dans l'esprit de beaucoup d'observateurs étrangers.